Madame, Messieurs, bonsoir. Les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 27 septembre. Djibouti honore la naissance du prophète avec ferveur et convivialité. Hier soir, les Djiboutiens ont célébré à l'unisson la fête religieuse du Maulid el-Nabawi, marquant la naissance du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et en Suède, 2 bâtiments résidentiels ont été touchés par des explosions ces derniers jours. Et on commence tout de suite par cette commémoration du Maulid du prophète au Palais du Peuple, sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Mohamed Hassan Barre. Une cérémonie de commémoration du Maulid du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a eu lieu au Palais du Peuple. Était présent à cet événement le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Akir Al-Fatah, accompagné des cadres du ministère et des religieux distingués, ulémas, prédicateurs, ainsi que des invités. Le Maulid est une tradition profondément ancrée dans la culture des pays islamiques, célébrant la naissance du prophète Mohammed, considéré comme le dernier messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Cette célébration revêt une importance particulière, étant à la fois un événement religieux majeur et une occasion de réflexion et d'inspiration spirituelle. Cette tradition séculaire du Maulid, transmise de génération en génération, porte en elle les enseignements du prophète et la lumière de sa vie magnifique, incarnant les principes d'unité, de solidarité et d'harmonie qui sont au cœur de l'islam. يا حبيبي يا محمد يا عروس الغفقين يا مؤيا يا مماجا يا إمام القبلتين يا النبي سلام عليك يا الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Dans son allocution, le ministre des Affaires musulmanes a souligné l'importance de cette occasion, mettant en avant son inspiration spirituelle et son rôle dans la promotion de l'amour, de l'entente et de la solidarité au sein de la société islamique. Il a rappelé que le prophète Mohammed, que paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, était un modèle de vertu, de compassion et de modération. Son enseignement englobe les valeurs fondamentales de l'islam, telles que la bienveillance, la tolérance et la paix. Le ministre Mohamed Hassan Barre a également mis en lumière le rôle essentiel des ulémas, des prédicateurs et des imams dans la promotion de la tolérance, de la voie du juste milieu, al-wasatiyya, et dans la prévention de tout excès ou fanatisme. Il a souligné l'importance de suivre les valeurs de l'islam, notamment la fraternité, la cohésion sociale et la concorde, et encourager les ulémas et les imams à les intégrer dans leurs discours et leurs enseignements. En conclusion de son discours, le ministre des Affaires musulmanes a saisi cette occasion pour exprimer ses vœux les plus chaleureux au chef de l'État et au peuple djiboutien, souhaitant que cette occasion soit une source de paix, de prospérité et de bénédiction pour tous les musulmans. Hier soir, Djibouti s'est uni pour célébrer à l'unisson la fête religieuse du Maulid el-Nabawi, marquant la naissance du prophète Mohammed. Cette ferveur religieuse a balayé la capitale avec des festivités qui se sont déroulées dans les 3 communes de la ville. Et bien, outre les repas collectifs, les veillées nocturnes riches en hadiths et en rasaïd, chants religieux, ont été organisées dans les différents quartiers de la capitale, et les 3 communes de Djibouti-Ville ont brillé de mille feux pour célébrer cet événement sacré. Les habitants de chaque commune se sont rassemblés dans une atmosphère de profonde spiritualité. Après une lecture d'un verset du Saint-Coran, eh bien, les artistes et les compositeurs se sont relayés sur le podium pour animer cette cérémonie avec des chants de louange au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et ont récité donc des poèmes évoquant la venue au monde du messager de Dieu.
Cette célébration a été marquée par un fort sentiment de solidarité qui a été mis en avant. Et cette fête a renforcé les liens entre la population. Par ailleurs, la célébration de la naissance du prophète constitue une opportunité pour nous rappeler les uns des autres les valeurs de notre religion et le but de notre existence dans ce monde. Tout comme la capitale, une vague de piété a balayé les régions de l'intérieur pour cette célébration de la naissance du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Les festivités religieuses ont résonné à travers les paysages variés de Djibouti, unissant les habitants des régions de l'intérieur dans une dévotion commune à l'occasion de cet événement sacré. Ces célébrations ont débuté par une lecture d'un verset du Saint-Coran, suivi de chants de louanges au prophète Mohammed et de la récitation de poèmes. Les résidents se sont rassemblés dans les rues et les mosquées pour partager des repas et des récitations du Coran. À Alisabillé, une atmosphère de fête religieuse a envahi les quartiers de la ville. Les veillées nocturnes ont été marquées par des échanges de hadiths et des rasaïds en l'honneur du prophète. Les résidents ont exprimé leur gratitude envers le prophète Mohammed en renforçant les liens communautaires et en partageant des moments de fraternité. La célébration a revêtu une dimension particulière avec des rassemblements communautaires où les résidents ont partagé des repas traditionnels et écouté des discours religieux soulignant l'importance de la naissance du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui pour l'humanité. Les régions de l'intérieur de Djibouti ont prouvé que cet événement est une occasion de solidarité et de renforcement des liens. Les célébrations ont montré que la piété et la dévotion envers le prophète sont des valeurs qui unissent la nation, qu'il s'agisse des régions de l'intérieur ou de la capitale, dans l'amour et la fraternité. Et nous partons maintenant en Égypte où se tient le Festival international des chants et musiques spirituelles, connu sous le nom de Sam'a, placé sous le patronage du Premier ministre égyptien. Cette cérémonie a été marquée par la participation de 11 pays du monde entier venus célébrer la diversité spirituelle et culturelle. L'ensemble de la délégation djiboutienne ainsi que notre ambassadeur en Égypte, Ahmed Ali Balei, en prépare. Cette cérémonie d'ouverture a réuni des artistes de renom, des représentants diplomatiques et des amateurs de musique venus de toutes les régions du globe. Nos artistes ont brillé sur la scène, tant en performance solo qu'en collaboration collective, offrant ainsi une expérience musicale d'une profondeur et d'une beauté exceptionnelle. Et le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui continue donc à soutenir de telles initiatives qui favorisent la compréhension mutuelle et la tolérance entre les cultures et les religions. Ici pour participer à la 16e édition du Festival des chants musicaux et religieux en Égypte. Donc nous sommes venus ici en Égypte avec une délégation du ministère, avec les 3 gagnants du concours précédent. Donc voilà, ça s'est très bien passé pour la première journée et nous espérons pouvoir gagner au moins un prix cette fois-ci. Je remercie dans un premier temps le président de la République, je remercie l'ensemble du gouvernement, je remercie spécialement notre ministre, Mme Dr Yibo Moumil Assoué, qui nous a beaucoup soutenus dans la culture. La conférence internationale des guichets uniques clôture ses travaux sous le signe de la réussite et du succès. Eh bien, comme nous le savons tous, la deuxième journée de cet événement sur les guichets uniques a été marquée hier par des échanges tant signifiantes que florissantes entre les experts de renommée mondiale et ceux de pays hôtes, qui n'est autre que la République de Djibouti, qui se bat à tambour battant pour révolutionner les échanges commerciaux
et favoriser la croissance économique à travers les systèmes des guichets uniques. Il a été question hier, lors de la clôture, qui reste un moment marquant de la conférence, de se réunir autour des réflexions capables d'améliorer les commerces transfrontaliers des pays enclavés grâce à des corridors intelligents et à l'interopérabilité des systèmes nationaux de guichets uniques en Afrique, en vue de la mise en place d'un guichet unique régional. Une réflexion plus large sur la croissance économique a permis d'examiner les répercussions directes et indirectes des systèmes de guichet unique. Il est apparu clairement que ces systèmes ne se limitent pas à simplifier les formalités, mais qu'ils jouent également un rôle crucial dans la stimulation de l'archive économique, la création d'emplois et la croissance du PIB. Les participants ont également eu l'opportunité d'explorer des études de cas inspirantes, les succès et les enseignements tirés de pays qui ont déjà mis en place des guichets uniques ont offert des perspectives pratiques sur les avantages concrets de ces systèmes. Les débats ont été enrichis par des discussions sur les implications politiques. Les experts ont examiné comment les gouvernements et les organisations internationales peuvent élaborer des politiques pour maximiser les avantages des guichets uniques et promouvoir une coordination mondiale. Des nouvelles recommandations et réflexions axées sur la contribution de l'efficacité des ports et des logistiques à la facilitation des échanges, la résilience de la chaîne d'approvisionnement en temps de crise et la mise en place d'un guichet unique maritime ont été émises. Et nos équipes sur place ont pu recueillir quelques réactions. De la 9e conférence internationale sur le guichet unique, c'est très bien passé. On a été surpris du support, du soutien de la partie djiboutienne, des partenaires internationaux qui ont vraiment participé à l'organisation même de cet événement. Nous avons pu délibérer, discuter, échanger des idées, comment parvenir à un guichet unique de demain, un guichet unique d'une meilleure efficacité pour offrir des services digitalisés à nos utilisateurs. En parlant de système de communauté portière, c'est le travail de la communauté. Nous remercions tous nos partenaires, que ce soit les ports, la douane en premier lieu, qui a beaucoup facilité au niveau de l'intégration de la partie manifeste, dont nous espérons aussi beaucoup de choses et on compte y arriver, Inch'Allah, avec leur soutien, leur support et notre collaboration. Et en marge de cette 9e conférence de guichet unique, une importante séance ministérielle s'est déroulée entre les 4 pays avec l'IGAD et le PMECEA sur le développement du corridor Djibouti-Addis, Juba-Kampala. Était présent le ministre djiboutien des infrastructures, Hassan Hamad Ibrahim, Simone Mijak du Soudan du Sud, Dengue Borukosi d'Éthiopie et Biakouma Fred de l'Ouganda. La séance a vu aussi la participation du président de l'autorité des ports et zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le directeur financier de l'IGAD, Josefa Onyari et le colonel André Ciseaux de l'association de gestion des ports d'Afrique orientale et australe se sont joints au ministre dans ces discussions. Il a été question lors de cette séance de mettre un projecteur sur le développement du chaînon manquant du corridor Djibouti-Kampala, conformément au protocole d'accord signé par les pays parties prenantes en 2019. Les étapes comprennent la création de comités directeurs et techniques conjoints et l'achèvement du dépôt de la demande de financement auprès de la Banque africaine de développement. En outre, cette réunion a permis aux participants de donner la priorité au cabotage côtier africain pour les navires battant pavillon africain soutenus par le PMECA. Eh bien, une initiative proposée au niveau de l'Union africaine qui souligne une vision commune de l'autonomie maritime africaine. Les ministres présents se sont joints à l'idée de recommander au secrétaire de l'IGAD d'inscrire ce point important à l'ordre du jour de la prochaine réunion ministérielle de l'IGAD. Le ministre djiboutien de l'équipement, Hassan Hamad Ibrahim, s'est félicité de cette initiative prometteuse, un élan d'espoir pour l'Afrique, a-t-il dit, de la corne. Il a ensuite souligné le rôle majeur que ce système des guichets uniques jouera dans la facilitation des échanges commerciaux entre les pays membres de l'IGAD et surtout propulsera la dynamique économique existante entre les pays voisins. Il nous a également fait le point sur la séance ministérielle qui a eu lieu
en marge de ce sommet et durant laquelle les délégations ministérielles ont signé un protocole d'accord relativement au projet de construction de la route Djouba-Addis-Djibouti. Ce projet de construction, a-t-il dit, de la route Djouba-Djibouti va améliorer les relations existantes entre les pays membres de l'IGAD et par conséquent stimulera la dynamique économique régionale, a-t-il précisé. Le ministre a également mis l'accent sur les étapes qui comprennent la création de comités directeurs et techniques conjoints et l'achèvement du dépôt de la demande de financement de la Banque africaine de développement. Il a été proposé, a-t-il dit, au niveau de l'Union africaine pour adoption avant de saluer l'initiative en soi qui, selon lui, redynamisera les relations gagnant-gagnant entre les deux pays. Autre information, un atelier d'échange et d'interaction s'est tenu hier au ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de l'élaboration du nouveau programme d'appui de l'UNICEF pour la période 2025-2029. Cet atelier lancé par le secrétaire général du ministère de l'Éducation, Mohamed Abdallah Mahyoub, s'est articulé autour de deux grandes thématiques importantes pour l'éducation et le développement des adolescents: l'accès à des possibilités d'apprentissage de qualité et les compétences, la participation et l'engagement des jeunes. Eh bien, objectif, discuter et échanger pour analyser les données probantes sur l'accès, la qualité et l'équité en matière d'opportunités d'apprentissage. À travers cette démarche, le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'UNICEF et les autres parties prenantes, vise à identifier les besoins et cibler les domaines d'action pour supprimer les inégalités dans l'éducation. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a remercié les participants de leur présence à cet atelier et a demandé aux différents responsables de contribuer activement par leur réflexion à cet atelier dont les résultats permettront d'optimiser le programme d'appui de l'UNICEF visant à renforcer l'accès et l'équité en matière d'éducation et de formation professionnelle. À la une également, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, a organisé une session de formation sur la nutrition, le VIH-Sida et les MGF du 24 au 28 septembre dans les régions du Nord. Le coup d'envoi fut donné donc dans la région de Tadjoura. L'UNFD a mobilisé un moyen important d'hommes et des matériels pour le lancement du plan de travail conjoint des projets PGIRE et Brefond. Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre des stratégies nationales et régionales d'adaptation au changement climatique pour améliorer la résilience des communautés vulnérables des pays de la Corne d'Afrique. Eh bien, ces projets contribuent à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes à travers la création des activités génératrices de revenus, des cours d'alphabétisation, des sensibilisations sur la santé. Eh bien, ce partenariat entre l'Union nationale des femmes djiboutiennes et le ministère de l'Agriculture revêt d'une importance capitale pour la promotion et le développement de la femme djiboutienne et cible 750 bénéficiaires qui sont constitués principalement des femmes et des jeunes. Et dans le reste de l'actualité, une formation de 2 jours sur la gouvernance associative et la gestion des projets de développement local destinés aux responsables de 5 associations de la ville de Dikil s'est clôturée hier. Les associations respectivement Al-Rahma, Caravane du développement de Gobad, Jeunes communautaires Okar et Djib Solidev, qui sont membres du Forum d'action des associations et ONG djiboutiennes pour le développement durable, ont bénéficié de cette formation. Cet atelier qui est organisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet de structuration et de renforcement des capacités techniques de plaidoyer, de communication et de partenariat des organisations de la société civile dans les thématiques sectorielles, eau, assainissement et sécurité alimentaire, et financé par l'Union européenne. Le président du conseil régional et son vice-président ont souligné l'importance cruciale de cette formation visant à doter les responsables des associations de la région des compétences nécessaires en matière de bonne gouvernance associative et la conception et la gestion des projets du développement local. Cette initiative vise à les préparer à assurer une gouvernance transparente et à gérer de manière efficace leurs projets de développement local dans les domaines ciblés. Cette formation marque une étape importante dans le renforcement des capacités des organisations de la société civile de Djibouti.
de ce forum d'action et feront partie de ce forum d'action, qui est une des premières à Djibouti. Donc j'espère que vous apporterez ce que vous avez acquis à votre région et que vous allez également les utiliser dans vos projets et bien sûr être des associations qui seront les seniors de la région. Donc maintenant, bon, une fois que vous allez finir ces projets, cette formation donc, que nous venons de terminer, donc il vous restera à participer à un atelier de consultation multipartite où vous allez discuter avec les sectoriels sur les plans d'action stratégique que vous avez déjà établis, parce que les forums a aujourd'hui un plan d'action stratégique qu'ils ont fait avec un expert. En Irak, au moins 100 personnes ont trouvé la mort et 150 autres ont été blessées dans un incendie lors d'un mariage dans une salle des fêtes au nord du pays, selon un bilan préliminaire. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui les autorités sanitaires. Le porte-parole du ministère de la Santé a confirmé ce bilan. La plupart des blessés souffrent de brûlures et d'asphyxie. En Suède, 2 bâtiments résidentiels ont été touchés par des explosions ces dernières heures. La presse locale évoque un règlement de compte entre bandes criminelles rivales. Plus de 250 fusillades et une centaine d'explosions ont été recensées depuis le début de l'année. Bilan, 36 morts et des dizaines de blessés. Face aux derniers événements, le gouvernement suédois a annoncé la tenue d'une réunion pour pouvoir rapidement mettre en place de nouvelles mesures. Ainsi se termine ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Demain, vous retrouverez à 15h et à 22h Samatel Saïd pour l'information. Excellente soirée à tous.